Du coup, recommandation dont j'avais déjà parlé, ce livre, j'aimerais qu'on le présente comme un livre d'histoire. Parce que s'il y a le moindre indice qui puisse laisser paraître que c'est un livre militant, on peut être sûr des commentaires tout de suite, ça sera massif. Donc l'intérêt, c'est justement de montrer, et d'ailleurs je tiens beaucoup à la rigueur historique de tout ce qui est expliqué là-dedans. Il s'agit surtout de rétablir un peu de vérité sur ce que sont véritablement les États-Unis, quoi. C'est quelque chose dont on manque encore un petit peu aujourd'hui. La philosophie est au service de l'histoire, disait Marx, donc en plein. Donc maintenant. Ok, je vais commencer. Alors, donc Patrick Thor, on vous retrouve chez vous, puisque vous avez eu l'amabilité de nous inviter pour discuter de travaux récents qui font l'objet d'une publication. Donc le titre du totalitarisme en Amérique. Donc titre à la fois familier et un peu surprenant aussi, puisqu'on est plus habitué à entendre parler de la démocratie en Amérique. Oui, c'était M. Tocqueville, mais nous ne prêchons pas pour la même paroisse. Oui, donc peut-être que vous pouvez commencer l'entretien en nous expliquant le choix de ce titre et de manière plus générale les raisons qui vous ont amené à écrire un livre à propos de cette notion un peu brumeuse de totalitarisme. Oui, je ne sais pas si ce livre contribuera à la rendre moins brumeuse, mais en tout cas, il essaie. C'est-à-dire que, comme vous le dites à juste titre, on parle avec une préférence appuyée de totalitarisme essentiellement à propos de l'hitlérisme, d'une part, bien sûr, et éventuellement du fascisme italien, mais aussi et surtout de l'ancienne Union soviétique ou bien d'un certain nombre de pays qui s'appellent encore communistes. Donc c'est très facile, c'est un fourre-tout commode dont on se sert depuis, on va dire, l'époque de la guerre froide, pour disqualifier un régime en tant que régime autoritaire ne permettant aucune dissidence et aucune alternative. Or, ce que montre ce livre, c'est d'une part que les États-Unis, gouvernés par le système capitaliste et l'idéologie libérale, ont constitué la forme la plus violente, peut-être historiquement, du totalitarisme que l'histoire ait connu, c'est-à-dire le nazisme. Et ça explique le sous-titre de ce livre, qui n'est pas du tout une provocation, mais quelque chose de rigoureux et de démontré sur le plan historique, comment les États-Unis ont instruit le nazisme. Et je retiens ce terme d'instruire, dont vous verrez ensuite qu'il est parfaitement justifié. Quelles sont les circonstances qui m'ont permis, il y a 30 ans, de prendre conscience, en même temps d'ailleurs qu'une nouvelle génération d'historiens aux États-Unis, de cette grande catégorie de faits qui avait été jusque-là plus ou moins recouverte. Eh bien, c'est une histoire que je raconte effectivement à l'intérieur de ce livre. Nous sommes tout au début des années 90. Il y avait eu à cette époque une sorte de mouvement de convergence. Je parle de la fin des années 80. Un mouvement de convergence où l'on sentait que quelque chose était possible à gauche du côté d'une sorte de refondation. Certains disaient refondation, d'autres disaient rénovation, etc. Bon. Le fait que ça n'ait rien donné est une autre histoire. À cette époque, nous le pensions. Mais c'était également l'époque où le Front National, sous différentes influences qu'on pourrait détailler, prenait une importance politique de plus en plus grande. Or, il s'est passé qu'à ce moment-là, un certain Jean-Marie Le Pen, que vous connaissez bien,
et dont on redit enfin publiquement qu'il a fondé le Front National, ancêtre de l'actuel Rassemblement National, en compagnie d'un autre cofondateur qui était Pierre Bousquet, ancien membre de la Waffen-SS, ce que les journalistes se sont bien gardés de rappeler pendant quelques décennies, mais c'est la pure vérité historique. Hein. Vous voyez, Wikipédia lui-même nous instruit sur ce sujet. Eh bien, à cette époque, M. Jean-Marie Le Pen avait eu une idée très saugrenue, c'était sans doute pas la première, ni la dernière, qui était que le dénommé Alexis Carrel était le fondateur français de l'écologie. Alors, les écologistes du moment ouvraient des yeux écarquillés, et nous, enfin moi, historien des sciences, qui était à ce moment-là en train de commencer à terminer la réalisation du dictionnaire du darwinisme, j'apprenais de M. Jean-Marie Le Pen une chose absolument nouvelle, et je dois dire, il y avait quand même des sourires ici et là. Bien. Alors, comment peut-on arriver à une déclaration aussi aberrante, et qu'y a-t-il derrière ? Alors à ce moment-là, je fréquentais beaucoup un certain Lucien Bonafé, dont je salue la mémoire. Lucien est un ancien résistant communiste qui a été un des pères en France et des introducteurs de la psychiatrie de secteur. Donc, une psychiatrie progressiste, et c'était un de ces rares marxistes qui avait rencontré Lacan, qui en avait gardé une certaine trace au niveau de certaines affaîtries langagières, mais qui était quand même un personnage d'une force et d'une sincérité tout à fait remarquable, et qui n'avait rien abjuré, en quelque sorte, de son engagement communiste. Et Lucien me téléphone en me demandant instamment de faire quelque chose. Alors, faire quelque chose, ça voulait dire faire une plaquette pour expliquer qui était Alexis Carrel. Ça, c'était tout à fait dans mes cordes, mais j'ai résisté un peu parce que j'avais vraiment beaucoup de travail à l'époque. Et m'étant renseigné un petit peu sur ce que la presse publiait au sujet des déclarations de Le Pen, eh bien, je me suis décidé à le faire. Et ça a été l'origine d'une petite plaquette, d'un petit livre, édité à l'époque chez Sileps, et qui s'intitule « L'homme c'est inconnu, point d'interrogation ». Alexis Carrel, Jean-Marie Le Pen et les chambres à gaz. Le sous-titre était très explicite aussi, parce qu'il se trouve que M. Alexis Carrel, dans son célèbre ouvrage, célèbre best-seller de 1935, L'homme c'est inconnu, préconisait l'usage des chambres à gaz, une invention américaine, 1924, les premières ont commencé à fonctionner, pour l'exécution de certains criminels, délinquants. Eh bien, M. Alexis Carrel, qui avait fait toute sa carrière aux États-Unis, et notamment et surtout à l'Institut Rockefeller, était partisan d'utiliser ce moyen humain et économique, disait-il, pour en finir avec la présence dans la société d'un certain nombre de grands indésirables qui étaient des criminels récidivistes ou des fous dangereux pour leurs proches. Eh bien, ce livre, L'homme c'est inconnu. Alexis Carrel, je le rappelle, avait été prix Nobel en 1912, si ma mémoire est bonne, pour des travaux de suture vasculaire et nerveuse, pour des questions de greffe d'organes, etc. C'est-à-dire, en fait, non pas pour des travaux de médecine véritablement, mais pour des travaux de couture, de technique chirurgicale. Eh bien, ce personnage était en même temps membre du PPF de Doriot pendant l'occupation de la France par les nazis. Et membre revendiqué. Il suffirait à n'importe quel lecteur de lire L'homme c'est inconnu aujourd'hui pour voir à quel point cet ouvrage est immonde. Mais il se trouve que moi qui ai étudié les chiffres de vente de ce livre avant
Et après la Deuxième Guerre mondiale, il se trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, les chiffres de vente sont plus élevés qu'avant la guerre. Et comment une chose pareille est-elle possible? Eh bien, ça, c'est précisément la question que nous nous posons toujours, mais nous avons un embryon de réponse. C'est que l'un des vecteurs de la surcommercialisation de ce livre, en France et ailleurs, ça a été quand même les philosophes. Les professeurs de philosophie, pour être exact, qui pensaient qu'il y avait là l'ouvrage d'un philosophe humaniste, hein, un savant par ailleurs, couronné, et qu'il y avait là certainement des idées à prendre pour la jeunesse de l'avenir. Donc il a fallu revenir sur ces choses et montrer qui était véritablement Alexis Carrel. Alors, on peut se reporter à ce petit ouvrage, hein, mais cette action a été assez importante parce qu'elle m'a permis de découvrir que ce sont des grandes fondations américaines, hein, Carnegie, Rockefeller, etc., et bien d'autres, qui ont financé les instituts de recherche et qui ont fabriqué, sur le plan scientifique, notamment médico-psychiatrique, la doctrine nazie. Bon. Alors, il y a cet élément, bien sûr, et là, on commence à se poser de vraies questions, c'est-à-dire, qu'y avait-il aux États-Unis qui pût être assez massif pour qu'un Français émigré aux États-Unis à titre de chercheur puisse s'imprégner à ce point et apporter en quelque sorte à travers ce livre en France une idéologie que la France, entre 1939 et 1945, sera obligée de combattre lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'évidence est apparue très vite. C'est que l'intelligentsia américaine, et je parle, entre autres, hein, je ne parle pas simplement des industriels, Jacques Powell l'a très bien fait dans sa thèse, que j'ai eu le temps de lire la thèse de Powell, c'est extrêmement instructif sur ce terrain-là. Hein. Mais non seulement toute cette classe industrielle, de grands entrepreneurs et financiers, était donc dans une situation de forte sympathie avec Hitler, mais il y avait évidemment une grande majorité de médecins et de psychiatres. Lorsque les États-Unis ont commencé à faire des choses qui ressemblaient un peu à ce que fera Hitler, à partir de 1934, c'est-à-dire un an après sa venue au pouvoir, eh bien, les États-Unis ont commencé ce genre de choses. J'hésite sur la date parce qu'il y a toujours des discussions à ce sujet. En 1896 ou 1897, bon, ça n'a pas une importance énorme parce qu'il s'agissait là d'entreprises isolées pour installer l'eugénisme comme pratique courante. Bon. Or, évidemment, elles ont été perlées d'abord, ces entreprises, et ensuite, au début du XXe siècle, autour de 1904, 1905, 1907, dans un certain nombre d'États qui ira croissant, l'eugénisme, qui va se structurer au niveau doctrinal à mesure que les années avancent, va être mis en œuvre, et à la fin, nous aurons, je crois, 32 États américains qui le mettront en pratique avec un arsenal législatif. Donc, entre la fin du XIXe siècle et la montée du nazisme en Allemagne, il y a toute une longue période qui va faire plus de 30 ans où les États-Unis fabriquent la doctrine eugéniste à partir de ce qu'elles ont hérité de Galton dans l'Angleterre victorienne, bien sûr. Ce Galton reste quand même le grand maître à penser, le fondateur de l'eugénisme ou de l'eugénique. Et ils vont élaborer ça.
Et ça va passer par des gens comme Benedict Davenport et Harry Laughlin, qui, l'un et l'autre travaillant dans la même institution, vont donner à tout cela à la fois une consistance scientifique et une consistance législative également, et ça sera principalement le travail de Laughlin, dans lequel Hitler va puiser, évidemment. Laughlin sera l'un des Américains récompensés par Hitler, hein. De l'ordre, je crois, de la Grande Croix de l'Aigle allemand. Alors, le premier à l'avoir, je pense que c'est Henry Ford, l'industriel, qui, lui, va inspirer Hitler sur un autre plan, mais les plans se rejoignent, malheureusement, c'est l'antisémitisme. Alors, le propre de Ford, c'était d'avoir créé aux États-Unis une publication périodique qui s'intitulait « Le Juif international », et qui paraissait en gros par numéro ou par fascicules, qui ont été reliés ensuite en volumes, etc., et dont Hitler avait fait sa Bible. Alors toute l'histoire du protocole des sages de Sion se trouve réinvestie évidemment dans la littérature signée par Ford. Alors je ne dis pas que Ford écrivait toujours directement ses articles, mais il les faisait écrire par des gens sous sa dictée. Et toutes ces choses ont cru, évidemment, ensemble aux États-Unis avant de trouver leur aboutissement dans l'Allemagne hitlérienne. Et là, bon, on ne va pas rentrer dans cette histoire qui est assez longue et assez pénible, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, lorsqu'en 1934, il a produit ses premières... ses premières exactions en matière de stérilisation humaine, par exemple, eh bien, il y a eu aux États-Unis des personnalités du monde eugéniste qui ont déclaré textuellement « l'élève est en train de dépasser le maître » et ils en étaient extrêmement fiers et heureux. Donc c'est cette réalité-là que ce livre explique avec évidemment beaucoup plus de détails que je ne puis le faire actuellement. Et cette chose, nous ne la connaissions pas entièrement, même si par ailleurs, depuis 91-92, c'est-à-dire le même moment où moi je me suis rendu compte de la chose, eh bien il y a, et en grand nombre, des historiens américains qui ont décidé, quoi qu'il en coûte pour la réputation de leur pays, de dire un petit peu la vérité sur ce qui s'est vraiment passé et sur ceux qui, les premiers, ont inventé un eugénisme éliminatoire. J'ai vu que dans le dictionnaire critique du marxisme, il y avait une entrée... Georges Labika. Exactement, il y avait une entrée écrite par Georges Labika, intitulée « Totalitarisme ». Et à la fin de cette entrée, il conclut en affirmant quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre au chapitre 5, qui est que le totalitarisme est une notion idéologique qui est impropre à penser les spécificités des structures qu'elle prétend désigner. Mais il ajoute, elle est au mieux le symptôme d'un mouvement complexe qui exige une conceptualisation nouvelle. Donc la question est la suivante, c'est est-ce que vous pensez que ce livre, du coup, répond à cette exigence de conceptualisation et qu'il permet de passer, qui permet à cette notion idéologique de s'élever au niveau du concept? Et si oui, quel est cet apport conceptuel? Alors, ce livre tente de le faire, et vous avez vu peut-être comment. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se sont exprimés sur l'être du totalitarisme, le totalitarisme, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez avoir des gens comme Raymond Aron, comme beaucoup d'autres, qui vont répondre, voilà, le totalitarisme, c'est en 5 points, il y a 5 choses, il y en a 3, moi j'en trouve 17, bien. Ce qui ne fait peut-être pas avancer les choses, d'ailleurs. Mais disons que c'est ciblé d'une manière infiniment plus précise. On a donc un gain de précision, et notamment l'idée que pas d'alternative, ça va nous permettre tout simplement de faire la jonction avec une certaine Margaret Thatcher, et ça en dit long effectivement sur l'une des caractéristiques, la communauté, entre certaines formes de totalitarisme, entre une caractéristique fondamentale du totalitarisme ou d'un État totalitaire et la revendication claire et bruyante de Margaret Thatcher sur le fait qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Bien.
Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point est plus complexe, c'est-à-dire que si vous m'avez bien lu, vous avez lu certainement un passage relativement difficile, et je m'en souviens très vaguement en y repensant, c'est comment effectivement définir, comment produire un concept, hein, c'est-à-dire une représentation mentale rassemblée, hein, à partir soit de définitions qui sont floues, soit d'illustrations historiques qui sont en elles-mêmes différentes et qui ne sont pas elles-mêmes choisies toujours par les mêmes théoriciens comme illustrant précisément, comme illustration du totalitarisme. Et là, le problème devient effectivement très compliqué. Avec un effet de boucle que j'ai essayé de bien cerner, c'est-à-dire que d'une part, on ne peut pas parler du totalitarisme sans examiner un par un et dans leur ensemble tous les exemples historiques allégués. Alors ça, c'est possible, hein. Mais en même temps, en ayant conscience que les gens qui parlent du totalitarisme ne sont d'accord ni sur le concept, ni sur les exemples historiques. Et là, je dirais que le problème reste ouvert, mais si on reprend point par point les 17 points que j'énumère, je pense qu'on devrait arriver à un concept moyen, effectivement, qui servirait peut-être de référence définitionnelle. On peut essayer. Et comment ce concept se distingue du concept de fascisme, notamment ? Ah, alors là, bien sûr, il entend être plus global, hein, je parle de la conception habituelle du terme de totalitarisme et de son usage, il entend être plus englobant que celui de fascisme, qui serait censé ne représenter qu'une réalité italienne. Et là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire chez Madame Hannah Arendt, c'est qu'elle exclut l'Italie fasciste du totalitarisme, alors que je donne la citation dans laquelle Mussolini lui-même dit que nous sommes totalitaires. Et il utilise ce mot qui a été créé depuis assez peu de temps d'ailleurs, hein, c'est un certain Amendola qui, je crois en Italie, qui l'a créé, puis qui en a fait cet usage pour la première fois, en positif bien entendu, et Mussolini récupère ce terme et ce concept d'une manière absolument positive et revendiquée. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire pour répondre à votre question, même si par ailleurs on peut penser quand même que le fascisme italien ressortit à un certain totalitarisme. Il est hors de question de ne pas englober l'Italie là-dedans, hein, l'Italie fasciste dans la grande cohorte des régimes totalitaires. Donc vous parlez en fait d'une relation d'inclusion. Le fascisme est inclus dans le totalitarisme. C'est pas une relation d'identité, mais alors quels sont les traits distinctifs ? Quel est l'apport nouveau dans le concept de totalitarisme en fait par rapport oui, mais c'est justement la question. C'est que nous disposions de concepts très fondés historiquement, qui étaient celui de fascisme pour l'Italie ou de nazisme pour l'Allemagne hitlérienne. Et tout d'un coup, au moment où peut-être certains en ont besoin, on crée un autre concept dont la vocation, évidemment, la destination était d'inclure aussi l'Union soviétique. Hein. Il fallait que... Et ça se passe aux États-Unis. Et c'est Madame Hannah Arendt qui s'occupe de cette opération. Et bon, tout cela mérite quand même d'être regardé d'un peu plus près. Parce que je ne pense pas que Madame Hannah Arendt ait eu une position objective lorsque, aux États-Unis, elle a produit cette notion, je ne parlerai pas de concept, à des fins qui étaient elles-mêmes extraordinairement influencées par l'idéologie qui était autour d'elle et au sein de laquelle elle a trouvé accueil, si je puis dire. Bon. Donc tout ça est quand même à regarder avec un peu de précaution. Alors c'est intéressant de lire Hannah Arendt, hein. C'est quelqu'un de fin qui a, comment dire, elle fait de la psychologie plutôt que de l'histoire, hein, essentiellement. Sur le plan psychologique d'ailleurs, hein, son ethnopsychologie du peuple juif de la diaspora, c'est pas inintéressant.
Simplement, je ne pense pas qu'elle ait une position d'objectivité dans quelque domaine que ce soit. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est alors que, bien évidemment, le totalitarisme en lui-même n'est pas mon objet principal, et vous le savez très bien, mais d'essayer de faire comprendre un tout petit peu mieux comment on pouvait arriver à avoir de cela quand même une représentation moyenne qui serait exacte et adaptable aux différents exemples historiques qui en sont donnés à plus ou moins juste titre. Voilà. Pour continuer sur l'exemple que j'avais donné à propos du mouvement complexe dont le totalitarisme, la notion idéologique de totalitarisme n'est qu'un symptôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les fondements matériels sur lesquels se fondent ces nouvelles formes de régime et de gouvernement hyper autoritaires et de leur notion idéologique et de leur notion idéologique utilisée pour les désigner? Qu'appelez-vous nouveau je vous entends mal. La question que je posais, c'était quels sont les bouleversements dans la base matérielle qui sont à l'origine de l'apparition de ces nouvelles formes de gouvernement. Ah, vous parlez de Mussolini et d'Hitler comme nouvelle forme. Hein, bon, d'accord. Alors, bon, d'abord, évidemment, les grands problèmes économiques et sociaux. Bon, ça va de soi. Hein, la situation de la société, la misère, etc. Et au-dessus de tout ça, enfin, quand je dis au-dessus, ça veut dire que ça se superpose. Hein. Juste au-dessus, on a quand même quelque chose qui va marcher, quoi qu'on en dise, c'est une blessure narcissique du corps national. Bon, nous avons, pour l'Allemagne, nous avons l'Allemagne vaincue, hein, l'Allemagne de l'armistice, et l'Allemagne qui va sortir dépecée, donc écrasée et humiliée du traité de Versailles, 1919. Et là, on rentre dans une grammaire assez simple. Côté italien, eh ben, c'est la même chose, mais du côté des vainqueurs. Les prétentions de l'Italie aux réparations de guerre et aux avantages qu'elle pouvait tirer. Excusez-moi, je parle bien évidemment donc de la guerre de 14. Hein, bon. Vous précisez pour nos jeunes auditeurs qu'à l'époque, les Italiens étaient pas dans le même camp et faisaient la guerre aux Allemands. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas lors de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr. Et donc là, à la fin donc de la guerre, bon, le même traité de Versailles n'a pas accordé aux Italiens la reconnaissance ni les avantages qu'ils espéraient de leur participation à la guerre. Et à ce moment-là, le peuple italien, mené par un certain nombre de leaders, a été amené à crier à l'injustice et à vouloir effectivement réparer cette blessure narcissique. Bon, ce trait-là n'est pas un trait indifférent. Je pense que quelques exemples qu'on puisse trouver de régimes hyper autoritaires survenus comme ça, il y a toujours quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc ça, c'est de la psychologie sociale, j'en suis d'accord, mais ça fonctionne toujours. Et du coup, pour poursuivre sur ces régimes-là et sur la question du fascisme, à un moment dans le livre, on trouve cette phrase qui est il n'y a pas de fascisme de fascisation sans fascination. Oui. Et le livre développe tout un tas de réflexions sur la notion de fascisation et la notion de séduction, oui, en opposition à la coercition directe et frontale. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces distinctions? Alors là, oui, bien sûr, parce que je pense que c'est une question très importante. Pour ceux qui ont lu Mein Kampf, hein, l'ouvrage bien connu d'Adolf Hitler, la chose paraît limpide. L'importance démesurée accordée par Hitler à la propagande, d'une part, et à l'art de l'orateur politique, hein, ce qui est lié, importance décisive pour Hitler, nous instruit quand même relativement sur quelque chose qui n'a pas commencé avec lui et qui est très ancien, mais dont la modernité, si je puis dire, va faire un usage de plus en plus démesuré, c'est-à-dire l'influence. L'influence d'abord du discours,
et ensuite l'influence de toutes les techniques qui pourront être mises au service de la persuasion de masse. Et je dirais que ça commence à se théoriser vraiment en 1895 avec la publication de La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, auteur prolixe, qui était évidemment quelqu'un de pas sympathique du tout, mais dont je dis à tout le monde qu'il faut lire absolument au moins un livre pour comprendre comment a été fabriquée la propagande moderne. Le Bon était d'abord l'homme qui explique, je vais le résumer très succinctement, mais en essayant d'être efficace. Le Bon, c'est celui qui explique dans la psychologie des foules que la psychologie d'un individu isolé et la psychologie d'une foule, et même la psychologie d'un individu en foule, est quelque chose d'absolument différent. Et il va insister sur le fait que, selon lui, la psychologie d'un individu en foule descend d'un énorme cran par rapport aux caractéristiques de la psychologie de l'individu isolé, maître de son jugement, et non pas porté par une sorte d'enthousiasme collectif qui le dépossède de ses capacités critiques pour le faire régresser vers l'expression de réactions uniquement émotionnelles. Donc le gouvernement de l'émotion, c'est quelque chose qui va être creusé, et creusé longuement, et creusé scientifiquement dans les décennies qui vont venir, et ça ne sera pas très très long. Et c'est là que, à travers Gustave Le Bon, on revient aux États-Unis. Les gens qui, aux États-Unis, se sont préoccupés au tout début, vers la fin des années 1910 et au tout début des années 1920, je pense à Walter Lippmann, mais je pense aussi à Édouard Bernays, dont je parle dans ce livre de préférence, parce que c'est lui le principal coupable, si je puis dire. Bernays, qui était en passant un neveu de Freud, d'ailleurs double neveu par le jeu d'alliance que je précise, que je développe, que je décris dans ce livre, Bernays, c'est un disciple de Gustave Le Bon, comme l'était par ailleurs Lippmann. Ils ont tous lu La psychologie des foules, mais qui va créer ce qu'on a appelé à l'époque les public relations, les relations publiques. Et il se présentait lui-même comme conseiller en relations publiques. Parce que c'était les relations publiques, en réalité, c'est un peu ce que nous appellerions aujourd'hui la communication, mais au service du commerce et de la consommation. Bon. Et sa thèse, c'était que les mêmes méthodes et les mêmes instances qui doivent être mobilisées quand on fait de la propagande politique, ce sont les mêmes pour cette propagande-là que pour la propagande économique et commerciale. On touche les mêmes ressorts et on utilise les mêmes ressorts. Alors ça, c'est peut-être une idée nouvelle, et c'est peut-être aussi l'idée nouvelle qui va faire que les États-Unis vont être le pays où cette intuition-là va être évidemment techniquement et scientifiquement la plus développée. Donc si nous sommes aujourd'hui victimes de tout ce que vous savez, c'est-à-dire un déferlement publicitaire permanent, l'utilisation de méthodes suspectes pour vous convaincre sans s'adresser directement chez vous à l'instance rationnelle, mais beaucoup plus à l'instance affective et émotionnelle, eh bien nous le devons effectivement à tout ce travail qui a été fait aux États-Unis et qui, partant de la propagande de guerre qu'admirait infiniment Hitler chez les anglo-saxons, en particulier chez les Anglais, eh bien, nous allons arriver à la publicité commerciale qui va nécessiter effectivement des scénographies comparables à celle qui a été imaginée par Bernays lorsqu'il s'est agi d'augmenter les profits des sociétés productrices de tabac en faisant fumer les femmes, tout simplement. Eh bien, ça a été un des grands succès historiques de Bernays. La cigarette est arrivée comme un symbole de libération, déjà, pour les femmes,
une sorte, alors bien évidemment, utilisation à l'appel d'une psychanalyse élémentaire, appropriation du symbole phallique, etc., etc. Et alors que Freud ne voulait pas du tout que la psychanalyse se retrouve dénaturée dans un pays qui ne pensait qu'à l'argent, disait-il, ce qui est quand même intéressant. La psychanalyse a fait des succès incomparables aux États-Unis, mais quelle psychanalyse! Et c'est sans doute, bien sûr, une psychanalyse que Freud n'aurait pas autorisée. Parce qu'à l'époque, effectivement, où il avait le choix de confier à Bernays beaucoup plus que le soin de veiller sur ses droits d'auteur aux États-Unis, eh bien, Freud a refusé quand même. Bon. Maintenant, il y aurait aussi des livres à écrire sur la manière dont la psychanalyse est exercée aux États-Unis et sur ce à quoi elle sert. Ça, c'est encore une chose très fondamentale sur laquelle il faudrait peut-être réfléchir. En tout cas, et pour en finir peut-être avec les quelques éléments de ce livre, il m'a paru indispensable que le public français, et pas seulement les universitaires et les chercheurs, bien entendu, qui sont censés connaître un peu ces choses, que le public soit plus lucide par rapport à ce qu'a été véritablement, par exemple, l'intervention des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas par humanisme, ni par amour de la France, ni par goût de la liberté que les États-Unis sont intervenus, bien sûr, dans la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement naturel de l'opinion américaine était favorable à Hitler. Là-dessus, je suis obligé d'être absolument d'accord avec le travail de Powell, parce que, en quelque sorte, je le vérifie dans ce livre à un autre niveau. Oui, moi j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière. Vous avez longuement parlé de Spencer. J'aimerais vous solliciter pour vous poser une question. C'est est-ce qu'il y a encore aujourd'hui dans le champ scientifique des héritiers de Spencer ? Notamment dans les années 80, vous avez critiqué la sociobiologie. Oui, absolument. Je me demande si, selon vous, la psychologie évolutionniste serait une branche de la sociobiologie. Oui, alors, bon, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez maintenant qui a comme adjectif évolutionniste, en général, il faut prendre ça avec d'énormes pincettes et se rendre compte que Spencer n'est pas loin, que ce soit la psychologie, l'économie, etc. Donc, ça ne fait jamais référence à Darwin, parce que précisément, le Darwin de Spencer, c'est pas le Darwin de l'œuvre, c'est le Darwin réduit à sélection naturelle éliminatoire. Donc, le mieux remplace le moins bien. Et ça, ce que je dis, c'est pour tout ce qui se présente sous cet habit aujourd'hui. La sociobiologie a été certainement le phénomène le plus saillant à partir de 1975 et de la publication de l'ouvrage de Wilson, la nouvelle synthèse. Tiens, bizarre, encore une synthèse. Parce que la première synthèse, c'était celle de Spencer, c'était la philosophie synthétique. Je ne sais pas si jamais Wilson en a eu conscience, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est assez repérable, sur un plan très objectif, qui est celui des titres. En tout cas, dans ce sillage-là, il y a beaucoup de choses qui se sont inscrites et par rapport auxquelles il faudra avoir le même type de vigilance, c'est-à-dire vous vous réclamez de Darwin, êtes-vous sûr d'avoir vraiment bien lu et bien compris l'intégralité de ce que dit Darwin à ce propos, c'est-à-dire pas seulement ce qu'il dit dans l'origine des espèces, mais ce qu'il dit aussi dans la filiation de l'homme. Ça suffit, on n'est pas obligé d'avoir lu les 29 volumes de l'œuvre imprimée. Mais ces deux pôles-là sont indispensables. Les gens qui aujourd'hui s'intitulent darwiniens parce qu'ils sont pour la sélection naturelle partout, sont des gens qui disent le contraire de ce que Darwin dit dans l'ouvrage où il parle de l'homme et des sociétés. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Alors oui, il y a deux Darwin, si vous voulez, mais c'est le même. Et c'est lui qui construit le mécanisme réversif. C'est lui qui a quand même, sans faire apparaître ça d'une manière aussi claire que dans ce que Jean dit à partir de 1983, le met en place dans son texte. Je prends n'importe quel érudit en matière de darwinisme sur ce terrain-là, ne pourra pas faire que Darwin n'ait pas écrit ce qu'il a écrit et expliqué ce qu'il a expliqué.
Donc nous aurons peut-être à revenir là-dessus longtemps encore, parce que l'enjeu idéologique est extrêmement profond. Hein. J'ai effectivement complètement changé, en tout cas dans la zone francophone, l'interprétation de la pensée de Darwin, parce que je trouvais totalement illégitime de le priver de sa seconde jambe, qui était la filiation de l'homme. De quel droit parler d'introduction du darwinisme alors qu'on introduit une partie de la théorie et pas la seconde? Ça me paraît quand même un peu illégitime. Je voulais ajouter une petite clarification à propos dans le prolongement de la question de Pierre. Le spencerisme très présent, on en a un exemple au-delà de la sociobiologie du caractère général de cette idéologie comme l'idéologie libérale la plus en vogue aujourd'hui, puisque dernièrement nous avons eu Macron lui-même qui nous a réexhumé Schumpeter. Mais c'est la même chose, mais dans le domaine de l'économie. Hein, c'est une manière complètement abusive. C'est leur classique. La destruction, création, etc. C'est une manière complètement abusive d'instrumentaliser et de fausser complètement, quasiment d'inverser Darwin. Cela dit que la même chose, ça nous ramène un peu à la sociobiologie et aux écologistes qui en réalité sont pour la plupart totalement anti-darwiniens parce qu'ils disent à peu près le contraire de ce que tu as expliqué, de ce que serait l'écologie comme prolongation du darwinisme tout à l'heure, je dirais très, très majoritaire, non seulement les partis écologistes comme tu dis, mais à propos de sociobiologie, on pourrait peut-être parler des intersectionnels et des choses que tu avais évoquées dans ton livre sur sexe, race, culture. Oui, alors là, on n'en finirait pas. Mais là on est dans, dans l'illustration. Pour en revenir au totalitarisme. Non, c'est très complexe parce que effectivement, je me suis attaqué à beaucoup de secteurs du discours idéologique. Le lien, il existe bien sûr. Il est très difficile parfois à reconstituer. Et mon concept d'idéologie progressiste dominante s'applique à ces cas-là. C'est-à-dire que, voilà, nous avons ce que, en termes marxiens, nous appelons l'idéologie dominante, et tout le monde est censé savoir ce que c'est. L'idéologie dominante d'une société, dit Marx, est l'idéologie de sa classe dominante. Bon. Oui, mais cette puissance de l'idéologie dominante, toujours en risque d'être combattue, bien sûr, c'est donner une sorte de garantie supplémentaire de survie. En suscitant, je ne dis pas en créant, je dis en suscitant, par des choix très subtils dans la société, la naissance d'îlots de résistance critique dont elle sait, cette idéologie dominante, qu'elle pourra les balayer à n'importe quelle occasion, et que pour ça, le ridicule est quand même la meilleure arme. Alors, quand vous avez une dame représentante d'un féminisme intégriste qui vous dit que le sexe biologique est une construction sociale, vous imaginez bien la réaction des biologistes, quand même, et celle des gens de bon sens. Donc, il y a d'autres façons de parler de la différence des sexes, d'autres façons d'expliquer. Mais là, c'est une vision militante extrémiste qui n'a plus de pertinence rationnelle et qui aboutit à des contre-vérités scientifiques. Donc, l'idéologie dominante a gagné. Cette idéologie est ridiculisable à chaque instant. Et ça fonctionne comme ça. Il faut pas... Le système de l'idéologie dominante fonctionne d'une part en se trouvant, bien entendu, des individus, des soutiens idéologiques parmi des individus qui composent la classe intellectuelle, on va dire, des supports, hein. Et là, bon, par exemple, exemple très simple, Giscard d'Estaing, Bernard-Henri Lévy, là on comprend tout de suite. Hein. Mais plus subtilement, elle peut se trouver des pseudo-adversaires qui vont incarner très exactement la limite dans laquelle on a le droit de contester le système dominant pour accréditer son caractère démocratique, tout en étant de toute façon en position de n'être pas un opposant véritable. C'est le cas de M. Michel Onfray, et c'est Sarkozy cette fois qu'il a choisi. Bien, donc et les cas sont innombrables. On est donc dans ce genre de système, et
c'est très fort d'une certaine manière, parce qu'il est encore plus fort de choisir ses opposants et de les dominer de cette manière. Hein. Quand on entend M. Michel Onfray, je ne sais combien de reprises, déclarer, avant de commencer à dire la moindre chose, je ne suis pas marxiste, mais... on avait bien compris qu'il n'était pas marxiste, bien sûr. On avait bien compris ça. Mais il n'est jamais mauvais de le redire. Et donc, il accède absolument à toutes les chaînes de télévision, toutes les presses écrites, etc. Et il passe pour un grand philosophe. Bien. Bon, les philosophes n'ont pas tous de cet avis, quand même, heureusement. Moi, je voulais juste, je ne sais pas si on va vers une conclusion, mais revenir au sujet du livre. Oui. Parce que finalement, on en a parlé au début, mais plus beaucoup depuis. Vous avez, je suppose que vous avez... Oui, vas-y. Moi, dans la prolongation de cette question-là sur les manifestations contemporaines du spencerisme, je me suis posé la même question, puisque le livre fait la filiation entre l'eugénisme nazi et l'eugénisme américain, qui lui-même trouve son creuset théorique dans l'Angleterre victorienne. Je me suis posé la question de quels sont les avatars de l'eugénisme contemporain, c'est-à-dire maintenant, en France ou à l'international, et quelles sont les formes éventuellement nouvelles de l'eugénisme auxquelles on a affaire maintenant. Est-ce qu'il y a des variations ou est-ce que c'est grosso modo... C'est poser une question à la fois très compliquée et très vague, parce que qu'est-ce que c'est que le contemporain? C'est où exactement? C'est en France, en Europe, c'est aux États-Unis? C'est bon, l'eugénisme, malheureusement, c'est une sorte de passion qui va habiter encore longtemps dans les consciences, en tout cas en Occident. Parce qu'il y a une vraie tradition, parce que c'est une façon de penser, mais il faut être vigilant par rapport à une chose, c'est que les eugénistes qui aujourd'hui se défendent en tant qu'eugénistes en disant mais regardez, le diagnostic prénatal c'est de l'eugénisme, etc., toutes les démarches prophylactiques dont la médecine moderne dispose aujourd'hui pour prévenir un certain nombre d'accidents de santé, etc., ils font passer ça pour de l'eugénisme. Du coup, évidemment, toute notre représentation normale et historique de l'eugénisme, qui a fait des millions de morts, qui a détruit des enfants, qui a détruit certains Amérindiens hospitalisés aux États-Unis, dont on profitait de leur hospitalisation pour les stériliser, par exemple, etc. Tout cet eugénisme absolument criminel devient quelque chose d'anodin. Donc il faut bien se garder de confondre des démarches qui peuvent être hygiéniques, qui peuvent être prophylactiques, qui peuvent être simplement médicales ou préventives, de ce qu'on a à juste titre appelé eugénisme, qui implique la destruction volontaire d'individus nés, d'individus vivants, sous le prétexte qu'ils ne sont pas conformes à l'idéal de la race. Donc là, il y a deux choses très différentes, et il faut bien se méfier des gens qui pratiquent justement la contamination par la contamination progressive. Hein. C'est comme ça qu'ils se défendent en général. Regardez la médecine aujourd'hui, elle est totalement eugénique. Ben oui, si eugénisme veut dire être en bonne santé et essayer d'aller plutôt vers la santé que vers la maladie, oui, bien sûr. Donc le concept se vide de ses véritables contenus. À éviter, donc. J'avais des questions éventuelles. C'était le rapport de filiation idéologique entre un certain nombre, qui est quand même pas mal le thème du livre, mais comme je n'ai pas tout lu, je ne sais pas si tu en parles, des gens comme Stoddard qui va quand même inventer le concept d'Untermensch, toute une série de nouveaux paradigmes, comme disent nos mondains aujourd'hui, qui vont être utilisés dans les théories raciales nazies de Rosenberg et autres, qui sont directement importés de certaines universités américaines dans les années 30. Ça, c'est la première des choses, et je ne sais pas si tu as regardé ce que j'ai mis pour annoncer la présentation de ton livre sur le site. J'ai montré des vidéos, je les connaissais, mais j'ai découvert qu'il y avait des jeunes réalisateurs américains qui en avaient fait un vaste documentaire. Ils ont récupéré, je connaissais ces images, hein, mais ces images qui attestent de manière assez frappante du fait que le pays où les nazis étaient les plus prospères, les plus nombreux,
et de manière parfaitement explicite, hein, swastika et tout le reste, Heil Hitler, en dehors de l'Allemagne nazie, c'était les États-Unis dans les années 30. Absolument, oui. Oui, moi, c'était la question que je voulais poser au tout début, c'était quels sont les événements ou les réflexions que vous avez eues qui vous ont fait prendre conscience de la nécessité de traiter d'un tel livre. De publier un tel livre aujourd'hui. Je pense que la raison majeure, c'est que j'ai dû, effectivement, tout au long de ma vie, travailler sur la pensée anglo-saxonne, en fait. Et que cet aspect-là, qui commence évidemment à partir de Darwin dans les années qui vont suivre, et qui ne sont pas de son fait, mais de ce mauvais intermédiaire qui s'appelait Spencer, et l'autre qui s'appelait Galton, hein. Alors là, historiquement, c'est datable. Hein. C'est-à-dire que... je vous raconte à peu près comment l'histoire s'est déroulée. Le 24 novembre 1859, Darwin publie L'origine des espèces. Grand coup de tonnerre dans la communauté scientifique, et après, pendant 40 ans, ça va discuter autour de ça. Et ça va se battre. Mais très vite, Darwin lui-même dira que vraiment, après, entre 70 et 80, mais vers 1880, la communauté scientifique, dans sa grande majorité, avait opté pour le transformisme darwinien, donc le transformisme d'abord, hein, l'homme faisant partie de la série animale, on est bien d'accord, et le mécanisme sélectif. Donc, le grand adversaire à ce moment-là, c'était la théologie, et notamment la théologie naturelle. Cet adversaire, il n'a pas disparu, parce que ça fait partie des choses qui ne disparaissent jamais, mais il est quand même vaincu au niveau des universités et des établissements où, effectivement, on ne voit plus seulement des révérends, hein, des ministres de la religion anglicane qui enseignent les sciences, mais d'autres personnalités. Et pour ça, Huxley a été vraiment important. Thomas Henry Huxley, celui qu'on a appelé le bulldog de Darwin, bien, et qui avait des audaces que Darwin n'avait pas, bien. Et Père de l'autre. Donc, des autres, oui. Oui, des autres. Et donc, cette histoire-là nous raconte aussi une chose, c'est que entre 1859 et 1871, Darwin va opérer une sorte de retraite naturaliste, c'est-à-dire qu'il va écrire cet énorme traité qui s'intitule « La variation des animaux et des plantes à l'état domestique », articulant la notion extraordinairement importante de domestication et produisant un document à dominante factuelle, hein, parce qu'il voulait des faits, il pensait qu'il n'y en avait pas assez encore, à l'appui de sa théorie dans l'origine des espèces. Et donc, il va, suivant son tempérament, un petit peu obsessionnel de ce côté-là, renforcer les preuves factuelles de sa théorie. Mais en même temps, parce qu'il y a deux causes à son attitude, alors qu'il travaillait déjà sur son livre sur l'homme et les sociétés, c'est-à-dire la filiation de l'homme, eh bien, il va tout faire pour que ce long et fastidieux traité, dit-il, fastidieux travail sur la domestication, etc., prenne le temps qu'il faudra pour que l'opinion soit en quelque sorte plus mûre pour accueillir l'extension finale de la théorie, c'est-à-dire l'extension à l'homme et aux sociétés humaines. Et ça résulte d'une expérience qu'il a par personne interposée, et il y a toute une correspondance de Darwin avec Charles Lyell, le grand géologue, qui est plus âgé que lui et qui l'a conseillé dans ce domaine. Il ne voulait pas aller trop vite parce qu'il avait peur d'une seconde réaction des théologiens qui serait plus violente que la première, car touchant le point sensible qui est effectivement l'origine de la conscience humaine et de ses capacités jugées par la théologie irréductibles aux facultés animales, alors que Darwin va montrer effectivement dans cet énorme livre tout le contraire. Alors là, on a le mécanisme historique qui permet de comprendre qu'à ce moment-là, les disciples de Darwin, ou ceux qui s'estimaient les disciples de Darwin, c'est-à-dire Herbert Spencer en premier lieu et en second lieu le cousin de Darwin, ce fameux cousin qui s'appelait
Galton, père de l'eugénisme donc, c'est à ce moment-là que l'un et l'autre, hein, dans cette sorte de dizaine d'années ça fait un peu plus d'11 ans en fait, qui va séparer les deux ouvrages, alors que Darwin observe cette sorte de discipline que j'appelle le silence anthropologique ou le mutisme anthropologique de Darwin, je dis bien anthropologique, pardon, eh bien pendant cette période, la hâte d'en arriver à des conclusions concernant l'homme et les sociétés humaines, va faire que, à la fois Spencer va produire le darwinisme social, en quelque sorte, ou ses premiers éléments, et Galton va écrire, en 65 et 67, il me semble, les deux articles fondateurs de ce qu'il va nommer l'eugénisme, de ce que l'on va nommer, en 1883, je crois, l'eugénisme. Le mot n'a été imposé que plus tard. C'est-à-dire un an après la mort de Darwin, d'ailleurs. Donc là se trouve l'explication du mécanisme qui fait qu'en fait, on a pris les épigones pour les porteurs véridiques, en quelque sorte, de la pensée darwinienne. Darwin ne va publier, encore une fois, La filiation de l'homme qu'en 1871, et toute l'opinion aura été formée à ce moment-là par ses pseudo-disciples, parce qu'ils n'aimaient pas du tout Spencer, il faut le préciser, à l'idée qu'ils étaient, eux, ceux qui ont parlé à sa place et en son nom. Donc, on ne lira pas La filiation de l'homme, et voilà pourquoi il a fallu attendre jusqu'à 1983, la publication de La pensée hiérarchique et l'évolution, pour que soit restituée la véritable logique de l'anthropologie darwinienne, de sa théorie de la civilisation par rapport à sa théorie de l'évolution biologique. On te remercie, on va te laisser te reposer un peu.